Depuis quelques années, la tendance du développement personnel occupe une place grandissante. Beaucoup découvrent qu'ils ne sont pas simplement les spectateurs du monde, mais les co-créateurs de leur réalité. Pourtant, un paradoxe persiste. De nombreuses personnes connaissent les principes, lisent des livres, suivent des formations, visualisent, méditent, passent à l'action, et pourtant, rien ne change vraiment. Leur vie semble tourner en boucle. Les mêmes frustrations demeurent et les résultats promis n'apparaissent jamais. Dans cette vidéo, nous allons décrire 3 erreurs majeures qui bloquent tes résultats. La première erreur est l'un des pièges les plus subtils du développement personnel, parce que se déguise souvent en intelligence et en assiduité. On pourrait la résumer par le mot surmentalisation. Vouloir tout comprendre, tout analyser, tout décortiquer, au point de transformer chaque expérience émotionnelle en équation mentale. Cela revient à intellectualiser un processus fondamentalement expérientiel. Penser ses émotions au lieu de les ressentir, théoriser ses transformations au lieu de les vivre, chercher sans cesse la logique derrière ce qui, par nature, ne passe pas par le mental. Lorsqu'on découvre les principes de la manifestation, on commence souvent par accumuler des informations. Tu comprends parfaitement les concepts, tu as l'impression de tout saisir, mais dans les faits, ta vie ne change pas. Tu sais, mais tu n'intègres pas. Ce décalage n'est pas dû à un manque de volonté, mais au fait que tu restes uniquement dans ton mental. Tu penses tes émotions pour éviter de les ressentir. Le problème, c'est que manifestation et transformation personnelle commencent là où le langage verbal s'arrête. Les émotions ne sont pas des idées. Une émotion est une vibration interne, une réponse du corps, une mémoire cellulaire. La science montre aujourd'hui que le système nerveux enregistre les expériences bien avant que le mental ne les interprète. Autrement dit, ton corps sait avant ta tête. Or, lorsqu'on surmentalise, on inverse le processus, comme si on tentait de convaincre notre corps par des arguments rationnels, alors que le corps n'obéit qu'à l'expérience directe. Plus tu cherches à comprendre, plus tu te dissocies de toi-même. Tu deviens analyste de ta propre histoire comme un cas d'étude. C'est une stratégie de fuite qui empêche la transformation authentique. Le mental devient un filtre, un écran, comme si tu te regardais vivre au lieu d'être présent dans ton expérience. La surmentalisation crée également une dépendance à l'information. On croit que le prochain concept, la prochaine vidéo ou le prochain livre apportera enfin la clé manquante. On accumule alors du savoir sans jamais le transformer en sagesse. On reste en mouvement constant tout en allant nulle part dans l'illusion de progresser. La manifestation n'est pas déterminée par ce que tu penses consciemment, mais par ce que tu vibres émotionnellement. Ta vie ne répond pas à tes idées, elle répond à ton état intérieur. Lorsque tu intellectualises tes émotions, tu empêches leur circulation. L'énergie reste figée. Il n'y a pas de mouvement, pas de recalibration interne, donc pas de nouvelle réalité possible. Tu ne manifestes pas ce que tu comprends, tu manifestes ce que tu incarnes. La solution n'est pas de renoncer à la pensée, mais de remettre le mental à sa juste place. Il doit servir l'expérience, pas la remplacer. Pour sortir de la surmentalisation, il est nécessaire de revenir dans le corps. Cela signifie apprendre à ressentir sans commenter, ni s'attacher à une histoire ou une justification. Lorsqu'une émotion apparaît, respire, reste présent et laisse le corps faire son travail. Cela peut déstabiliser si tu as passé ta vie à contrôler grâce au mental. Pourtant, c'est précisément là que se trouve la clé. Une émotion dissoute n'a plus besoin de se manifester à nouveau. Une émotion non ressentie devient un programme inconscient. Ce programme attire les mêmes situations pour forcer à faire circuler ce qui n'a pas été complètement dissous. Lorsque l'on cesse de surmentaliser, on passe du concept à l'incarnation, du savoir à la transformation. C'est ici que la manifestation devient possible, non pas comme une idéologie séduisante, mais comme une réalité vécue. La deuxième erreur est presque l'inverse de la première. Ici, le problème n'est pas de trop penser, mais de trop agir. Le développement personnel a mis l'accent sur le passage à l'action, ce qui est utile, mais a généré une confusion profonde. Beaucoup croient que plus ils font, plus ils vont manifester. Ils multiplient les actions, s'inscrivent à des challenges, testent des méthodes
créent des routines, se lancent dans des projets, mais ils ne maintiennent rien sur la durée. Ils pensent que l'univers récompense la quantité d'efforts et que la manifestation est une sorte de sprint. Le problème, c'est qu'ils s'épuisent, car ils n'agissent pas depuis l'inspiration ou la gratitude. Ce comportement repose sur une croyance profondément ancrée dans la culture moderne. On nous a appris que notre valeur dépend de notre productivité. On confond souvent cette agitation avec la progression. Dans ce contexte, le passage à l'action s'apparente plus à de la compulsion. Elle sert à anesthésier le doute, à fuir le silence intérieur, à cacher la vérité que nous ne sommes pas encore la personne capable de recevoir ce que l'on désire. Aucune action ne peut compenser une vibration non alignée, une identité non transformée. On peut envoyer des dizaines de candidatures tout en se sentant imposteur. On peut lancer des projets tout en croyant qu'ils échoueront. On peut s'agiter pendant des mois sans que rien ne bouge. C'est pourquoi certains travaillent sans relâche tout en obtenant peu de résultats, alors que d'autres semblent créer avec fluidité, presque sans effort. Les premiers utilisent l'action pour fuir ou combler un vide, tandis que les seconds l'utilisent comme l'expression naturelle de qui ils sont. La science cognitive rejoint ici la dimension spirituelle. Ton cerveau recherche la cohérence. Il n'agit pas en fonction de tes désirs conscients, mais de tes croyances profondes. Si tu agis à l'encontre de ton identité, ton système nerveux génère du stress, de la résistance, et finit par saboter tes efforts. Ton corps ne te laisse pas aller vers ce que tu ne crois pas mériter. C'est pour cela que l'action compulsive ne donne pas les fruits espérés. Elle n'est pas soutenue par une identité compatible avec le résultat. La manifestation n'est pas une question de faire plus, mais de devenir celui ou celle pour qui le résultat est normal. L'action n'est pas le point de départ, elle est la conséquence. Avant d'agir, il faut aligner l'être. Cela implique de redéfinir la perception de soi, d'ajuster ses croyances, d'installer une posture intérieure qui rend la nouvelle réalité logique. Ce n'est qu'une fois cette transformation intégrée que l'action devient efficace, simple et ciblée. On ne s'agite plus. On déploie des gestes précis, portés par une énergie claire, et ces gestes produisent un effet amplifié. Il ne s'agit pas d'arrêter d'agir, mais de changer la source de l'action. Au lieu de se demander quoi faire, il est plus pertinent de se demander qui je dois devenir pour que ce résultat soit une évidence. Cette question ouvre une porte différente. Elle amène à observer ses comportements non pas comme des moyens, mais comme des signatures identitaires. Elle transforme l'action en prolongement naturel de l'être. Une personne qui s'identifie comme créatrice de valeur n'a pas besoin de se motiver pour entreprendre. Une personne qui se sent aimable n'a pas besoin de forcer les relations. Le mouvement devient organique. L'énergie circule dans la même direction. Il ne s'agit plus de lutter contre soi-même, mais de laisser émerger ce qui est déjà là. L'univers ne répond pas à l'effort, il répond à la fréquence. Et la fréquence ne vient pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. La troisième erreur concerne surtout les personnes dites avancées. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome du sachant. Ils connaissent les lois, les outils, les théories. Ils consomment des livres, des vidéos, des podcasts. Ils pourraient presque donner des conférences sur le sujet. Pourtant, leur réalité n'a pas évolué à la hauteur de leurs connaissances. Comme ils filtrent l'information en fonction de ce qu'ils savent déjà, ils restent à la surface des choses et de leur propre transformation. Ils cherchent sans cesse le nouveau conseil, la nouvelle pratique, la méthode qui les débloquera enfin, alors qu'ils n'ont jamais été réellement au bout des méthodes qu'ils ont apprises. Malheureusement, ils confondent savoir et intégration. Savoir quelque chose signifie l'avoir compris intellectuellement. L'intégration commence lorsque cette connaissance devient un réflexe, un automatisme, un état naturel. L'intégration est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être commentée. Elle se mesure à la transformation de la réalité. Beaucoup de personnes passent d'une technique à l'autre pour éviter les étapes les plus inconfortables du processus. Celles qui demandent d'accueillir ses émotions et de s'autoréguler, qui demandent de répéter, de stabiliser, de consolider une nouvelle identité jusqu'à ce qu'elle remplace l'ancienne. Le subconscient fonctionne au travers de l'expérience, que ce soit par sa répétition ou par son intensité. Il enregistre ce qui est cohérent avec l'image de soi et rejette ce qui la contredit.
Tant que la nouvelle croyance n'est pas vécue suffisamment longtemps ou intensément, l'ancien programme reprendra le dessus. Chercher une nouvelle méthode au lieu de mettre plus profondément en pratique ce que l'on sait déjà, devient alors une stratégie inconsciente pour éviter la confrontation avec ses propres résistances. C'est une forme subtile d'évitement. Cette quête permanente de la nouvelle information crée une illusion. Cela donne l'impression de progresser, car chaque nouvelle information stimule le mental. En réalité, on ne fait que repousser l'intégration. On évite le travail profond qui transforme une réalité. Pour sortir de ce cycle, il faut accepter que la profondeur vaut plus que la diversité. Il est plus puissant d'appliquer quelques savoirs clés avec constance que d'en essayer 50, mais de s'arrêter à la théorie. L'intégration est un processus qui demande de la présence. Elle ne se fait pas par accumulation, mais par imprégnation. Chaque pratique doit devenir une expérience sensorielle, pas une théorie supplémentaire. L'objectif n'est pas de savoir, mais de devenir. Lorsque l'on cesse de chercher et que l'on commence à incarner, un basculement se produit. Les mêmes outils produisent enfin des résultats, non parce qu'ils étaient incomplets, mais parce que nous nous autorisons à les utiliser en profondeur. La solution repose sur un engagement simple. Choisir l'application répétée, la présence consciente, la volonté de traverser les résistances internes plutôt que de les contourner. Lorsque cette décision est prise, le processus change. La vie répond différemment. Les synchronicités apparaissent. Ces trois erreurs semblent différentes, mais elles pointent toutes vers la même idée. La manifestation n'est pas une technique, c'est un état. Elle se produit lorsque ton identité devient compatible avec ce que tu souhaites vivre. Ceux qui surmentalisent restent dans le concept. Ceux qui agissent compulsivement restent dans l'ancien soi. Ceux qui pensent déjà tout savoir restent aux portes de l'intégration. Le jour où l'on cesse ces trois dynamiques, la manifestation cesse d'être un espoir et devient un phénomène naturel. Merci de m'avoir écouté.